Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 janvier 2025. À la une ce soir, la gendarmerie nationale vient de mettre fin à la cavale de deux individus auteurs présumés d'un enlèvement sordide. Le 3 janvier dernier, une étudiante de 18 ans disparaissait dans des circonstances troublantes. C'est son chauffeur de taxi, celui-là même censé la protéger, qui s'est révélé être son bourreau. Après l'avoir séquestrée et soumise à des actes innommables, il a eu l'outrecuidance de réclamer une rançon. Dans l'actualité également, ce jeudi, Maurice Kamto lance un pavé dans la mare de la politique camerounaise. Il accuse Elections Cameroun de manœuvres frauduleuses et exige la publication des listes électorales. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a dénoncé le non-respect flagrant de la loi électorale et la manipulation du corps électoral. Il a souligné l'impératif juridique de cette publication et détaillé les actions entreprises par son parti pour faire respecter la loi. 4 jours après le drame qui a ravagé le marché Mokolo, réduisant à néant les espoirs de nombreux commerçants, nos équipes sont reparties sur les lieux. Nous verrons des sinistrés autrefois propriétaires de boutiques florissantes qui tentent désespérément de se relever. Malgré ce coup dur, ils ne baissent pas les bras et essaient de rebondir. Un mince espoir dans un océan de désespoir. Et puis à l'étranger Tchad, le calme est revenu à N'Djamena au lendemain d'une attaque au motif encore flou ayant ciblé le palais présidentiel. Attaque à l'issue de laquelle 18 assaillants et 2 militaires ont été tués selon le bilan des autorités. Le procureur de la République évoque des investigations lancées pour retrouver tous les auteurs et complices de l'attaque. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, dans les filets de la gendarmerie nationale. 2 individus tombés le 3 janvier dernier dans le cadre d'une enquête ouverte après la disparition d'une étudiante de 18 ans. Le transporteur habituel de la jeune fille, taximan, dans la ville de Yaoundé, s'est mué en ravisseur, l'a kidnappée et abusé d'elle sexuellement avant de demander le paiement du rançon. Son complice et lui ont été présentés à la presse en présence de nos reporters Arnaud Gueffak et Constant Kanga. Lié au point, un duo pris dans un coup de folie sombre dans la ville de Yaoundé. Le premier, taximan, en permanente communication téléphonique avec la jeune étudiante de 18 ans, avait pour habitude de la transporter à son retour des cours. Le 30 décembre dernier, le transporteur s'est mué en ravisseur. Et le monsieur dont l'a transporté lui a fait savoir qu'elle pouvait se reposer et qu'il allait transporter d'autres clients avant de la déposer chez elle. Sauf que quand elle s'est réveillée, elle était dans un lieu non connu d'elle. Et ce qui a permis au monsieur non seulement de la menacer et d'abuser sexuellement d'elle avant de commencer à demander la rançon à ses parents. La fille est tenue en otage chez le deuxième membre du gang, le neveu du transporteur et kidnappeur présumé. L'enquête de la gendarmerie est enclenchée dans l'après-midi du 2 janvier par une plainte du géniteur, lui-même traumatisé par des messages des ravisseurs. Les messages anonymes, des menaces de mort, comme quoi on va exécuter l'enfant, comme les amis savaient que j'étais déjà en détresse. Et quand je les ai dit, voilà ce qui m'arrive déjà, je reçois déjà les messages. C'est donc comme ça un ami m'a conseillé d'aller directement à Eflan. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2 vont se mettre en branle. La fille est retrouvée le lendemain, 3 janvier, après 5 jours de captivité. Reconnaissance de son père aux gendarmes. En fait, j'entendais souvent parler. Mais bon, ce que j'ai vécu là, à moins de 12 heures, ils ont retrouvé ma fille. C'est vrai que c'est un miracle de Dieu. Je ne sais comment leur dire merci. Pour le reste, la justice s'en chargera.
En politique, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun accuse Elections Cameroun de violer la loi électorale et de manipuler le corps électoral. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi au siège de son parti à Oza, à Yaoundé, Maurice Kamto souligne que la publication de la liste électorale est un impératif juridique. L'homme politique a également dévoilé les démarches entreprises par le MRC pour exiger le respect de la loi. Delphine Fonkoutene et Serge Alanzibou. S'appuyant sur l'article 80 du Code électoral, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'en prend à la terminologie employée par le directeur général des élections dans son communiqué du 30 décembre 2024. La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général de l'ECAM dit les listes électorales nationales. Pour Maurice Kamto, l'absence de publication de la liste électorale nationale constitue un manquement grave qui pourrait compromettre la transparence et la crédibilité du prochain scrutin. Cette situation porte atteinte au droit de vote de chaque citoyen régulièrement inscrit sur les listes électorales qui reste dans l'incertitude quant à savoir si son inscription est valide et dans l'incapacité d'apporter d'éventuelles corrections. Pour corriger ce qu'il qualifie de dérive, le MRC entend mener 2 actions concrètes. D'abord, la saisine du Conseil constitutionnel. Une interpellation officielle du Conseil électoral sera également faite. D'afficher, en plus de la publication numérique sur le site officiel de l'ECAM, la liste électorale nationale dans tous les centres de vote du pays et de la diaspora. De rétablir sur la liste électorale nationale les 120 000 électeurs arbitrairement exclus et dont l'annonce publique de leur réintégration avait été faite par le directeur général de l'ECAM. En marge des critiques sur le processus électoral, Maurice Kamto exprime également son indignation face à l'enlèvement depuis le 24 décembre dernier du lanceur d'alerte Joe Bayrou. J'appelle cet ancien député et le pouvoir à libérer ce jeune compatriote qui, à la vérité, devrait plutôt être félicité pour sa vigilance républicaine. L'homme politique n'a pas manqué au cours de la conférence de presse de ce 9 janvier au siège de son parti à Yaoundé de commenter les récents chiffres publiés par l'ECAM. On nous a regardé droit dans les yeux, on nous a menti. Vent de colère au quartier Ngouam, Bakoko, les populations de la collectivité située dans l'arrondissement de Douala 3e dénoncent une prédation foncière. 8 hectares de terrain dans la localité a été déclaré domaine privé de l'État. Et sur le site des pseudo-propriétaires procèdent à la destruction de leurs habitations, brandissant des titres fonciers illégaux, des affirmations auxquelles ils se sont opposés par une manifestation pacifique. Titi Freeman et Marusko Souyete. Pancarte expressive en main, ces habitants du quartier Boan Bakoko, dont l'arrondissement de Douala 3e, s'insurgent contre l'accaparement de leurs terres. Par une marche pacifique dans les ruelles du quartier, ils ont tenu à faire entendre leur voix pour rentrer dans leurs droits. Nous sommes sortis ce matin pour exprimer notre ras-le-bol, pour faire comprendre au gouvernement que nous sommes dépassés et quand on est dépassé, on ne peut crier que vers l'autorité. Il s'agit effectivement que des habitations installées sur le domaine privé de l'État qui, après 3-4 ans, le professeur Mboutou, on va le citer, arrivé ici en 2021, fait comprendre à la population qu'elle était installée sur le domaine privé de l'État et qu'il fallait se référer au niveau du Minkap-Vouri. Ce qui a été fait jusqu'à ce que le dossier soit monté à Yaoundé. Mais nous sommes surpris, malgré plusieurs échanges dont on fera des copies, qu'après plus de 2 ans, les dossiers commencent à tenir et les titres fonciers sortent, on ne sait qui les délite. Le terrain querellé, déclaré domaine privé de l'État, s'étend sur 8 hectares. Les populations installées ici depuis près de 20 ans sont victimes de destruction de leurs bâtisses par des pseudo-propriétaires. Ici depuis 2017, j'ai conçu presque 10 studios. Il est venu maintenant détruire tout, porter le caterpillar, détruire jusqu'à il ne reste plus rien. Là où ça se trouve, il n'y a que 2 studios maintenant. Et il a mis les gens, dès qu'il détruit, met les gens en 24 heures. Je suis comme ça en route, nulle part dépassé dans ma vie. Toutes mes économies, toute ma vie, c'est parti dans l'eau. Je suis comme ça au carrefour. Un appel à la régularisation de leur situation foncière après des mises en valeur restées vaines jusqu'alors.
4 jours après l'incendie ayant consumé de nombreux magasins au marché Mokolo, ce jeudi, nos équipes sont retournées sur les cendres de ce sinistre. Les commerçants qui ont perdu le fruit de plusieurs années d'efforts sont résolus à repartir à zéro. C'est le cas de William, ex-propriétaire de 2 magasins contenant des dizaines de sacs de tapioca. Il tente de se relancer avec la vente au détail de 2 sacs. Joël John 3 et Raoul Ngoufo l'ont rencontré. Depuis 4 jours, que les flammes ont nettoyé le fruit des efforts de William ici au marché Mokolo, le combat de ce commerçant tentait de remonter la pente. Je quitte sur des magasins, je me retrouve sur des sacs, magasins de beaucoup de millions, et que les 2 sacs, ce n'est même pas les miens. Donc c'est avec celui que je travaille qui a eu le courage de m'appeler que mon frère sorte, ne restez pas à la maison, je t'ai envoyé 2 sacs pour que tu relances la vie. Certains de ses collègues d'infortune voient l'avenir en pointillé. Tous leurs espoirs reposent sur la reconstruction des boutiques parties en fumée. On ne sait pas comment on va faire pour vraiment reprendre encore. Le plus important d'abord c'est de monter le mur. Pour fuir le regard de sa famille dans un éventuel besoin, Sali n'a pas encore eu le courage de rentrer à la maison. Depuis lundi, là, je ne suis même pas rentré. Je dors rien qu'ici. Je rentre encore pour faire quoi? Je suis le père de famille, j'ai 3 enfants. C'est avec ça que nous, les enfants, là. Au moment de faire l'inventaire, nous percevons chez Jean une tristesse mal dissimulée par la sensation d'avoir tout perdu. On parlait de centaines de sacs qui ont brûlé dans notre magasin ici. Le arachide, le haricot, le maïs. Tous ces commerçants sont partis de héros à zéro. La faute à des flammes voraces. Aujourd'hui, ils ont le regard rivé vers les pouvoirs publics. Et depuis le 1er janvier, la taxe sur la valeur ajoutée est exonérée sur la farine à base des produits vivriers locaux. Une mesure prise par le gouvernement pour accroître la production locale, une initiative avantageuse et qui nécessite tout de même des actions pour implémenter cet objectif. Les précisions dans cet élément d'Alain-Ghislain Lankara. Donner du poids au Made in Cameroun. C'est le message adressé à travers l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur la farine faite à base du manioc, la patate et autres produits vivriers locaux. Une mesure du gouvernement en vigueur depuis le 1er janvier 2025. L'objectif est de réduire l'importation du blé. Les importations qui étaient jusque-là privilégiées par les multinationales venaient contrecarrer l'avancée de la production locale, venaient, n'est-ce pas, essayer de phagocyter les productions locales qui n'avaient pas la capacité, n'est-ce pas, de se mouvoir économiquement. Selon l'Institut national de la statistique, dans le rapport sur le commerce extérieur de 2023, les importations du blé ont coûté au Cameroun 178,3 milliards de francs CFA, après les 208,6 milliards de francs CFA en 2022. Doper la production locale, estimée à 12 800 tonnes en 2024, implique des actions concrètes. Il s'agit notamment du développement des infrastructures routières. La plupart des bassins de production doivent avoir des routes qui soient viables. Il faudrait simplifier davantage les procédures d'obtention du titre foncier et des concessions en vue de sécuriser les parcelles des producteurs et de réduire les risques. Troisièmement, il faudrait encourager le crédit agricole, notamment au travers de la mise sur pied d'un fonds de garantie. Le gouvernement, à travers cette mesure contenue dans la loi de finances 2025, ambitionne de produire 5 millions de tonnes de farine locale en 5 ans. D'un produit à un autre, parlons de l'oignon, cet aliment de première nécessité qui suscite désormais bien des préoccupations parmi les ménagères. En effet, les prix ont connu une envolée spectaculaire sur les marchés. Aussi bien les commerçants que les consommateurs sont confrontés à une hausse des coûts qui pèsent lourdement sur leur quotidien. Pour acquérir un oignon, il est désormais indispensable de débourser entre 50 et 300 francs CFA selon la qualité et la taille. Nous nous sommes rendus au marché de Berthois pour en faire le constat. Le reportage de Lesline Poumecha et Kizito Koumaï. Sur les étals du marché de la ville de Berthois, l'oignon
un ingrédient très sollicité par les ménagères. Cependant, son prix divise. Il est passé du simple au double. Le coût est très élevé. L'oignon est tellement cher depuis la rentrée, depuis septembre. Oui, l'oignon est cher. 250 francs CFA à 300 francs CFA pour les moyens et 50 francs CFA à 100 francs CFA pour les plus petits. L'état varie selon la grosseur des oignons. Et pour le sac, il faut débourser environ 90 000 francs CFA. Ici encore à Berthois, c'est tellement cher. Puisque maintenant même on paye le sac à 80 000, 85 000, jusqu'à 90 000 même. Selon les vendeurs, la rareté des pluies a un lien direct avec cette hausse du prix de l'oignon. Mais cette fois-ci là, les oignons sont tellement chers, dû au problème de pluie. Pour les ménagères et les briseuses de poissons, cette denrée alimentaire est désormais réservée à une catégorie de personnes. Moi je suis briseuse, je n'arrive pas à briser avec l'oignon, je brise comme ça. Les clients m'insultent, l'oignon c'est la guerre. C'est les riches qui mangent l'oignon maintenant. Certaines ménagères avouent se passer de cet ingrédient phare. Poursuivons notre série ce soir autour de la rétrospective de l'année 2024 et dans le rétroviseur de l'actualité économique. En 2024, l'inflation aura été une fois encore étranglant pour le panier de la ménagère, bien qu'en baisse de 2% par rapport à l'année précédente. Une énième chute des subventions des produits pétroliers va impacter le coût des transports et le train de vie des citoyens. Les fonds en déshérence, la déclaration des revenus des personnes physiques, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, le GECAM, Monique Naossi Fosso et Ludovine Gomsi vous proposent de façon chronologique la rétro économique de 2024. Février 2024, la deuxième baisse des subventions des produits pétroliers à la pompe induit une deuxième hausse des prix du super et du gazole de 15%. En glissement annuel, on assiste à une baisse des subventions de près de 100 milliards de francs CFA. Mardi 9 avril 2024, Célestin Tawamba prend les rênes du GECAM, la nouvelle organisation patronale née de la fusion-création entre le GICAM et ECAM. À l'issue d'une assemblée générale élective, l'unique liste conduite par Célestin Tawamba, président sortant du défunt GICAM, sera plébiscitée à plus de 98%. 5 mois plus tard, à la rentrée économique du GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun s'inquiétera du phénomène Canada. Les entreprises peinent avec le départ massif de la main-d'œuvre qualifiée. 11 juillet 2024, le secrétaire général de la COBAC suspend le processus de transfert des fonds en déshérence à la Caisse de dépôt et de consignation au Cameroun, bloquant ainsi une instruction étatique adressée aux banques, microfinances et établissements de paiement. La raison évoquée par la Commission bancaire d'Afrique centrale, c'est qu'il n'existe pas à date un cadre réglementaire communautaire en la matière. Décembre 2024, délai pour les déclarations des revenus des personnes physiques IRPP. Tout individu générant des revenus y est astreint. Et dans un contexte de tension de trésorerie et baisse généralisée des devises dans la sous-région CEMAC, le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État se tient à Yaoundé. Entre autres résolutions, la diversification économique. Si les recommandations sont mises en œuvre, 2025 sera moins asphyxiante selon la BEAC, qui projette le taux de croissance à 3,2%. Et l'année 2024 a été marquée d'entrée par une annonce forte du président de la République lors de son traditionnel discours à la nation, l'augmentation des prix des carburants à la pompe. Elle a pris effet dès le 2 février 2024, une décision qui a eu un effet domino dans plusieurs secteurs d'activité. Les populations ont subi une inflation importante. L'impact de la hausse des prix des carburants dans cet élément Alain Lankanga. À la pompe, les prix du litre du super et du gazole sont respectivement passés à 840 francs et 828 francs, soit une hausse respective de 110 francs et 108 francs. Le secteur du transport urbain, interurbain et périurbain est le premier à subir les effets de cette augmentation qui a pris effet le 3 février 2024. Le prix du taxi est passé de 300 francs à 350 francs CFA. En effet, en l'absence d'une politique de transport public, étant donné que le transport est entre les mains du secteur privé,
La conséquence directe a été l'augmentation du prix de transport urbain et interurbain. Le coût du transport se répercute également dans le commerce. Les prix des produits de grande consommation grimpent, le panier de la ménagère peine à faire le plein. Les grandes villes sont les plus touchées par la baisse du pouvoir d'achat. Les prix des produits alimentaires, que ce soit du riz, que ce soit de l'huile, que ce soit des produits vivriers, ont connu une hausse systématique sur les différents marchés. On n'a pas besoin d'être économiste pour l'avoir constaté. Cela a entraîné automatiquement une baisse du pouvoir d'achat des Camerounais. Cette hausse, selon les prévisions de l'Institut national de la statistique, dans son rapport publié le 13 février 2024, devait maintenir le taux d'inflation aux alentours de 7%, soit le double de la limite du seuil de 3% de la CEMAC. Il faut le dire, le taux d'inflation était autour de 7,7% au courant de l'année 2024. Puis encore, vous savez que l'un des moteurs de la croissance économique, c'est le pouvoir d'achat, c'est la demande. Et en face d'une demande qui est stagnante, voire reculante, cela n'a pas donné de plus en plus de possibilités aux entreprises de pouvoir investir et d'escompter des revenus. Selon notre expert, l'impact est notamment lié à l'absence de la politique des transports publics massivement subventionnés, comme dans d'autres pays. Le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC, est sur le terrain. Première étape, l'Adamawa, où cette organisation vient de toucher du doigt l'impact de l'opération spéciale conduite en mai dernier au Cameroun, relative à l'établissement de la délivrance des actes de naissance aux élèves en fin de cycle au primaire des sous-systèmes francophones et anglophones pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, ce qui a permis à plus de 3000 enfants dans la région de poursuivre leur cursus scolaire. Les détails avec Eringele. Si je n'avais pas l'acte de naissance, je n'allais pas composer le CEP. Je remercie le PAREC. Fadimatou a réussi avec brio au certificat d'études primaires au terme de la session 2024 en Gaombéré 3e. C'est l'une des success stories de l'opération spéciale d'établissement des actes de naissance aux élèves des classes du cours moyen 2e année et classiques, organisée dès mai dernier par le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC. François Morcia est un père comblé. Le remerciement ne se dit pas, on le voit déjà sur ma face et aux lèvres. Nous sommes des agriculteurs, nous sommes en brousse. On ne connaît pas que quand l'enfant naît, il lui faut l'acte. Dans la Damawa, le PAREC a établi plus de 3000 actes de naissance. Par le passé, nous enregistrions moins de 22 000 candidats, tout examen confondu, CEP First School, Common Entrance. En l'année 2024, nous sommes passés à plus de 26 000. Les données du ministère de l'Éducation de base, publiées en 2024, font toutefois état de plus de 136 000 enfants fantômes recensés dans la région, sur un effectif total de plus de 303 000 élèves. Ça constitue une infraction pénale et ces parents-là peuvent être sanctionnés. Le défaut d'un acte de naissance est source de décrochage scolaire. À Menganga, des actions pérennes ont été mises en place afin de juguler le phénomène. Il y a encore pratiquement 5000 enfants sans acte de naissance. Et nous avons pris sur nous de créer des centres spécialisés. Il y en a deux, un troisième en gestation. Le PAREC est un programme du gouvernement camerounais financé par la Banque mondiale. L'opération spéciale visait quant à elle plus de 57 000 élèves sur le triangle national. C'est le premier Camerounais à intégrer l'Académie française de médecine. Eugène Sobgui, hospitalier, professeur des universités, praticien hospitalier, coordonnateur pédagogique à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Il a été admis dans cette prestigieuse institution en France. D'autres détails avec Eric Golf. Quachou. Le Cameroun était à l'honneur à l'Académie nationale de médecine française ce mardi 7 janvier. Le professeur Eugène Sobgui a été élu membre de l'Académie de médecine française, une première pour un Camerounais.
Cette reconnaissance lui offre ainsi une opportunité exceptionnelle de collaboration et de valorisation de recherche au sein d'une prestigieuse assemblée regroupant depuis toujours les plus grands noms de la médecine dans le monde. D'être admis dans cette illustre institution auprès de personnes dont on a parfois eu à étudier les livres, c'est clairement, je le disais, émotion, responsabilité. Durant la cérémonie, l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, a remercié les académiciens et souligné que l'élection du professeur Eugène Sobni démontre l'importance des échanges entre la France et le Cameroun et la grande qualité des médecins camerounais. L'entrée du professeur Sobni ce jour à l'Académie des sciences nationales de France prouve que nous sommes bien formés, que nos universitaires sont bien formés. Eugène Sobni est professeur des universités, praticien hospitalier, coordonnateur pédagogique d'endocrinologie, diabétologie et médecine métabolique à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Auteur de plus de 280 publications scientifiques, il fait partie des scientifiques africains dont les travaux ont été les plus cités dans le monde. Cependant, où en est-on avec les travaux de réalisation de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala lancée en octobre dernier? Eh bien, à l'arrêt depuis le 17 décembre 2024 du fait du non-paiement des indemnités liées à l'expropriation des emprises justement les populations riveraines de la localité de Bibodi ont interrompu les travaux de déforestation et de terrassement. Pour lever ce blocus, le ministre des Travaux publics a tenu une concertation avec toutes les parties prenantes au projet. Objectif du maître d'ouvrage, les rassurer du suivi rigoureux du processus d'indemnisation. Compte rendu des échanges avec Janice Kamga et Jean Benatagne. Concertation d'acteurs du territoire avec convergence d'intérêts sur le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala rendu à sa phase 2. Autour de la table, le ministre des Travaux publics dissipe le malentendu lié à l'expropriation des emprises. Par réalisme, j'ai donné pour instruction, dès lors que l'emprise de l'autoroute est de 200 mètres, c'est-à-dire 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la chaussée. J'ai donné pour instruction de comprimer cette emprise pour que les travaux commencent afin que les moyens disponibles soient destinés à indemniser ceux et celles de nos compatriotes qui se retrouveront dans l'emprise utile. Par cette décision, le maître d'ouvrage et l'entreprise chinoise déployée sur le terrain ont voulu profiter de la saison sèche pour lancer les travaux qui se sont heurtés au courroux des populations riveraines des départements d'Union Ekele et de Ngok-Mapoubi. Cette concertation vise donc à les sensibiliser, les rassurer, mais surtout susciter leur adhésion totale pour la poursuite des travaux. Il nous a bien expliqué, donc ils vont indemniser toutes les personnes qui sont impactés dans les 100 mètres à l'immédiat. Ce qui va rester, ceux-là seront aussi indemnisés parce que le décret d'indemnisation n'est pas encore sorti. Comme pour sceller la concorde retrouvée, Emmanuel Nganou Djoumessi précise que les conclusions des travaux préparatoires ont d'ores et déjà été acheminées dans les services du Premier ministre. Reste attendu le décret fixant accord des indemnisations pour expropriation et ce n'est qu'une fois la ressource budgétaire disponible qu'il devrait procéder aux démolitions. Une question pour vous ce soir. Comment distinguer ou reconnaissez-vous les faux billets de banque? Ces fausses coupures habilement conçues pour tromper et causer de lourdes pertes financières circulent de plus en plus. À Yaoundé, par exemple, plusieurs citoyens victimes de cette escroquerie partagent leurs méthodes pour repérer ces billets frauduleux. Découvrez leurs témoignages et les astuces de détection dans ce reportage de Claude Audrey-Mala et Samuel Ebakissé. Des commerçants continuent d'envahir les trottoirs et rues du marché Mokolo dans le 2e arrondissement de Yaoundé. De l'utilisation de l'eau à celle de la lumière, en passant par des détecteurs de faux billets, sans oublier la technique du billet froissé, les citoyens de Yaoundé trouvent leur compte dans la détection des faux billets de banque. Des techniques qui visent à contrer les arnaques qui ralentissent les transactions commerciales au quotidien. De nombreuses personnes victimes de ce fléau gardent encore un souvenir amer de l'expérience.
La première fois même, on m'avait arnaqué avec un faux billet de 5 000. Un gendarme était à côté, avait fini de marier le poisson. Dès que j'ai tendu le faux billet de 5 000 à cette femme, on m'a arrêté. Il fallait encore supplier pour qu'on me laisse. La lutte contre les faux billets demeure un défi majeur. Ceux-ci circulent souvent dans des transactions rapides où la vigilance peut être insuffisante. Face à cette menace, les citoyens ont développé des techniques innovantes pour se protéger contre l'arnaque. Il y a les petits appareils, les détecteurs de faux billets. Je n'avais pas ça avant. Bon, c'est la seule fois que j'ai eu ce genre de problème. Bon, depuis que j'ai ça, je n'ai plus de problème. En l'absence de détecteurs de faux billets, les habitants de Yaoundé ont mis au point des méthodes artisanales, mais efficaces pour vérifier l'authenticité des billets. Parmi ces techniques, on trouve l'utilisation de l'eau, de la lumière et la technique des billets froissés pour l'examen de la texture des billets. Quand je prends un billet, je regarde un peu vers le haut. Si les traits là brillent, je sais que c'est un bon billet. Et je froisse aussi comme ça. Si ça s'ouvre, je sais que c'est un bon billet. Si ça reste intact, c'est un faux billet. En fait, moi, quand je prends un billet, je regarde juste un endroit là avec le numéro un peu plus clair. Ces initiatives témoignent de la détermination des citoyens à lutter contre la contrefaçon et à protéger leurs transactions. Du sport à présent, après avoir limogé Souleymane Aboubakar il y a quelques semaines, la Panthère sportive d'Undé tient son nouvel entraîneur. Il s'appelle Yves Clément Aroga. Le contrat d'une saison a été paraphé ce jeudi à Yaoundé entre l'intéressé et le président du conseil d'administration du club. Pour le nouvel entraîneur, le défi est grand, remporter le championnat et la Coupe du Cameroun. Daniel Anissé-Mboudié et Michel Foucault. C'est en soldat que Yves Clément Aroga débarque à la Panthère sportive d'Undé. Le club est actuellement 10e au classement provisoire de la MTN Elite One avec 7 points, après le limogeage il y a peu de Souleymane Aboubakar pour insuffisance de résultats. En provenance d'Espagne, l'ancien entraîneur des Lions A-Prime a paraphé son contrat ce 9 janvier 2025 à Yaoundé avec la direction du club pour un bail d'une saison. C'est très important déjà de maintenir les acquis, ce qui est important. Bien sûr que nous allons apporter une certaine touche particulière. Certains joueurs qui vont entrer dans le jeu pour apporter une autre dynamique à cette équipe qui doit aller très très vite. L'équipe doit être en position de ballon à plus de 50%. Donc, toutes les équipes vont jouer pareil. L'équipe doit être très ferme défensivement. L'équipe doit marquer beaucoup de buts. La tâche s'annonce ardue pour Yves Clément Aroga au regard des ambitions affichées par la Panthère cette saison. Nous voulons être champions, nous voulons gagner la Coupe du Cameroun. Nous avons fait un recrutement conséquent et qu'il y a des moyens, n'est-ce pas, pour atteindre ces objectifs-là. Après mûre réflexion, il a donné son accord. Le nouvel entraîneur fera ses débuts avec les Verts et Jaunes ce dimanche au stade de la Réunification contre les Astres de Douala. À l'étranger, situation sous contrôle après ce qui s'apparente à une tentative de coup d'État hier au Tchad. Une vingtaine d'assaillants ont pris d'assaut le palais présidentiel avant d'être neutralisés. Bilan, 18 morts côté assaillants et 2 militaires. Aux États-Unis, cependant, Jimmy Carter Forever, l'ancien président des États-Unis, a eu droit aux funérailles nationales ce jeudi. Et au Liban, le général Joseph Aoun, élu président de la République. D'autres précisions avec Lille Piedjou et Calvin Tekam dans Escalmonde. C'est un calme relatif à N'Djamena au Tchad ce jeudi matin. Les dispositifs sécuritaires et l'interdiction de circulation imposée hier soir ont tous été levés ce matin. Mercredi soir, des tirs nourris ont été entendus aux abords du palais présidentiel. Selon le porte-parole du gouvernement, un groupe de 24 personnes qualifiées de ramassis de pieds nickelés, drogués et alcoolisés, venus en civil d'un quartier pauvre du sud de la ville, avaient des armes, des machettes et des couteaux, s'est attaqué aux gardes du palais présidentiel avant d'être neutralisés. Ces individus avaient à leur tête un commando. Bilan, 19 morts, dont 18 assaillants et 6 blessés selon le ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamahala. Le chef de l'État, Mahamad Idriss Déby Itno, se trouvait dans le palais présidentiel au moment de cette attaque. L'opposition, ce jeudi matin,
émet des doutes sur la version donnée par le gouvernement tchadien. Elle parle d'un synopsis malheureux et un montage orchestré par le pouvoir. Les déclarations du procureur de la République sont attendues. Joseph Aoun est le nouveau président de la République du Liban. Le général, chef de l'armée libanaise, a été élu ce jeudi après le second tour de la présidentielle. 99 voix sur 128 députés. Le chef de l'armée libanaise n'a aucune expérience en politique, mais l'homme de 61 ans est soutenu par les pays comme les États-Unis et l'Arabie saoudite. Le Liban est privé depuis plus de 2 ans d'un chef d'État à cause des dissensions confessionnelles et politiques dans le pays. Le paysage politique sénégalais compte 348 partis politiques, un chiffre qu'il faut réduire afin d'améliorer leur fonctionnement. Le gouvernement vient de prendre la décision de rationaliser le paysage politique pour éviter ce qu'il appelle fragmentation excessive du système politique. Selon les experts, si on est parti de 45 partis politiques légalisés à plus de 348 à ce jour, c'est uniquement lié à la non-application de la législation actuelle. Pour convaincre les... C'est l'un des plus grands concerts en termes d'affluence que le Palais polyvalent des sports de Yaoundé ait connu. Tous les tickets du spectacle de Tiakola le 26 décembre dernier ont été vendus. Et l'un des acteurs majeurs de ce succès, c'est la firme de téléphonie mobile MTN Cameroun. Regardez. Pour convaincre les plus sceptiques, Tiakola se présente au public à l'occasion d'une conférence de presse organisée dans la journée du 26 décembre 2024 au Kenis House en plein cœur du quartier Bastos dans le premier arrondissement de Yaoundé. La jeune star du rap est accompagnée de ténors, une des valeurs sûres de la musique camerounaise. Le positionnement de MTN est sans équivoque. Aux côtés des affiches du concert se trouve un branding taillé sur mesure pour présenter sa campagne du moment MTN 237 Boss, permettant aux abonnés de gagner des véhicules. Mais en associant son image de marque à ce spectacle, l'entreprise de téléphonie mobile pionnière du soutien de la culture en général souhaite tenir son engagement en faveur de la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Et donc, pour nous aujourd'hui accompagner ce concert, c'est cette signe-là que MTN a pris comme engagement depuis plusieurs années aujourd'hui, depuis plus de 25 ans, d'accompagner, n'est-ce pas, tout ce qui est talent. On l'a fait à travers MTN Zik. Il y a 10 ans en arrière, en 2014, MTN initiait le projet Make the Music et révélait de nombreux artistes tels que Salaciel, vainqueur de cette édition. Cette journée mémorable comme la première intercamerounaise du rappeur franco-congolais Tiakola, William Mundala de son nom à l'état civil, va bénéficier de l'accompagnement de MTN Cameroun, comme on dit trivialement, jusqu'à la gare. Entre-temps, le public apprécie le passage des stars camerounaises à 22h. Le Paposi a fait le plein d'œufs. Tiako Lamelo, comme il se fait appeler par ses fans, s'empare de la scène. Le public est survolté. Il va revisiter ses plus gros tubes devant un public de Yaoundé chauffé à blanc. Paris gagné pour MTN qui n'entend ménager aucun effort pour le bien-être de ses abonnés. Vous l'avez vu, Tiakola c'est un artiste talentueux. C'est un jeune qui ose, c'est un jeune qui est connecté, tout comme MTN. Et nous venons de lancer une campagne qu'on appelle 237 Boss, où nous donnons la possibilité aux gens de pouvoir sortir des difficultés dont ils se trouvent. L'image de MTN Cameroun sera à jamais liée à ce concert, considéré comme l'un des meilleurs organisés au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur notre antenne et je vous retrouve demain, 19h50. Prenez soin de vous. Bonsoir.